Cette histoire commence en l'an 3972, lorsqu'un homme reçoit une profonde entaille à l'œil gauche. Cela survient après que l'Empire ait envoyé 14 de ses héros, armés de lances, pour éviter une invasion du pays des ténèbres. Cet homme, furieux, reproche à ses compagnons d'agir ainsi malgré leur camaraderie, mais les 7 héros restants observent les 3 corps sans vie à proximité et lui annoncent qu'ils recevront l'honneur à sa place, car il sera exécuté pour trahison envers l'Empire. Ainsi commence leur quête, en pleine période de prospérité. 20 ans plus tard, dans la ville de Rield, où la sécurité est très stricte, une jeune fille se cache dans un chariot. Elle espère bientôt atteindre le port et traverser la frontière pour rejoindre l'autre côté de la ville, où se trouvent les 7 héros. Cependant, peu après, Racheb, le moine-chef, annonce à tous qu'une exécution de clandestin sera réalisée. Il feint de ne pas apprécier cette tâche, bien que son regard révèle qu'il la savoure, justifiant ses actions par la nécessité de protéger la frontière. Il précise que les personnes souhaitant voyager doivent demander un laissez-passer au monastère. Pendant ce temps, un guerrier observe la scène depuis les hauteurs. Peu après, Racheb découvre l'un de ses gardes avec une jeune fille qui pleure et implore de l'aide. Le garde affirme qu'il s'agit d'une clandestine, mais la fille continue de pleurer. Racheb, impassible, déclare qu'elle connaîtra le même sort que les 4 précédents. C'est alors que notre protagoniste, Koinzel, arrive en l'appelant par le nom de Pipi, ce qui la surprend, car elle ne le connaît pas et ce n'est pas son nom. Koinzel la réprimande pour ne pas s'être rendu là où il lui avait dit, puis la libère des mains du garde. Racheb demande à Koinzel qui il est. Koinzel ment en prétendant être son frère, mais le moine ne le croit pas et annonce que les deux seront exécutés. Avant que Koinzel ne dégaine son épée, le guerrier observateur intervient, s'excusant pour les ennuis causés par ces jeunes. Il s'approche de Racheb et lui offre 5 pièces d'or pour obtenir son aide. Séduit par l'argent, Racheb accepte et les laisse partir, en déclarant qu'il semble rempli de vertu. Quelques minutes plus tard, Pipi remercie Koinzel de lui avoir sauvé la vie, mais il la réprimande doucement. Il lui explique qu'il était également dans ce chariot et prévoyait de passer la frontière incognito, mais son intervention a fait échouer son plan. L'homme leur dit que leurs projets sont naïfs et qu'ils n'arriveront jamais de l'autre côté ainsi. Il leur raconte qu'il a dû payer une importante somme d'argent à un contrebandier pour organiser son passage et qu'il ne veut pas que leurs actions imprudentes ruinent ses efforts. Il appelle Koinzel petit héros, ce qui intrigue ce dernier. L'homme explique que ceux qui aspirent à rejoindre l'autre côté pour devenir comme les 7 héros sont appelés ainsi. Koinzel et Pipi demandent des informations sur le contrebandier. L'homme leur demande quelles raisons importantes ils ont pour vouloir partir. Pipi lui confie qu'elle n'a plus rien ici, ayant tout perdu. À ce moment, Koinzel entend 13 personnes approcher. Réagissant rapidement, il jette Pipi dans un canal d'eau pour la cacher, puis demande à l'homme s'il a une épée. Les 13 moines guerriers les encerclent. L'homme est impressionné par l'ouïe fine de Koinzel, mais les gardes déclarent que, bien que leur chef ait été convaincu par leur vertu, eux ne le sont pas. Notre protagoniste ne comprend pas, et Vido lui explique que le monastère est celui qui surveille l'entrée de la frontière et délivre des laissez-passer de voyage en échange de vertus, qui sont en réalité des pots de vin à l'église. Ainsi, il demande davantage d'argent. Les gardes lui disent que, comme il a déjà donné une somme importante au prêtre, il suppose qu'il a beaucoup plus à offrir, et il se lance à l'attaque pour lui prendre tout ce qu'il possède. Mais en une fraction de seconde, notre protagoniste traverse l'un des moines, laissant Vido stupéfait, car il l'a tranché en deux avec une facilité déconcertante. Vido commence à penser que c'est ce guerrier dont on parle, bien qu'il doute, car si ce dernier était aussi fort, il ne devrait pas lui permettre de s'approcher. En quelques secondes, notre protagoniste élimine tous les moines guerriers et les jette dans le canal pour effacer les traces de ce qui vient de se passer. Vido, stupéfait, lui demande qui il est, mais notre protagoniste répond simplement qu'il est un petit héros. Vido lui demande son aide, car il a besoin de l'accompagner. C'est alors que Pipi sort de l'eau, mécontente, mais notre protagoniste lui dit qu'il devrait partir, car il a conclu un pacte et ils iraient voir le contrebandier pour pouvoir passer de l'autre côté. Ainsi, tous se présentent, bien que notre protagoniste continue d'appeler la petite Pipi. Quelques heures plus tard, ils voyagent par bateau dans la partie souterraine de la ville, où Vido explique que cet endroit a été abandonné et est devenu le foyer de nombreux vagabonds. Ils arrivent dans un bar où notre protagoniste déguste quelques boissons tandis que Vido discute avec la responsable de l'établissement, qui lui dit qu'elle apprécie ses invités, en particulier le garçon, en raison du regard qu'il porte. Mais Vido lui demande un rabais, ce qui déplaît à Althea, car la sécurité devient de plus en plus stricte et il est difficile de faire passer des gens. Cependant, Vido lui explique que tout cela a été fait pour sauver ces jeunes, et elle finit par accepter, demandant à parler à ce jeune homme. Vido appelle Koinzel pour qu'il parle à la contrebandière, et lui demande de ne pas lui contredire. Pendant ce temps, Pipi, habillé comme les employés du lieu, a été changé de vêtements, car ses anciens étaient trop sales. Après quelques minutes, notre protagoniste refuse toujours l'offre que lui propose la femme,
mais elle lui explique que s'il n'accepte pas, il ne pourra pas rencontrer les 7 héros, car ceux-ci campent près de la frontière pour réprimer le chaos de la guerre civile. C'est la parfaite occasion pour notre protagoniste. Tandis que Racheb observe le quartier souterrain avec dégoût, les considérant comme des déchets, il attend le moment propice pour exterminer toutes les rats. Quelques minutes plus tard, on vient informer Racheb que les moines guerriers sont là. Au bar, il dit que cet endroit est lié aux contrebandiers, mais Althea répond que ses affaires sont légales et qu'ils ne peuvent pas l'accuser de quoi que ce soit. Cependant, Racheb rit et fait entrer un homme qui affirme qu'il a été envoyé en tant que clandestin grâce à ce lieu. Cela suffit à Racheb, qui ordonne son exécution, ce qui étonne l'homme, car on lui avait promis qu'il serait épargné. Mais Rêve, ne partageant pas cet avis, déclare que personne ne mérite de vivre et ordonne l'exécution de tout le monde, déclenchant ainsi une guerre dans ce lieu. Racheb réussit à attraper Pipi, souriant, car il l'a retrouvée et cette fois, il ne la laissera pas s'en sortir vivante. Mais à ce moment-là, un bateau tombe du plafond, et notre protagoniste, les yeux injectés de sang, élimine plus de la moitié des moines guerriers. Racheb lui dit que retourner sa lame contre eux, c'est aussi la diriger contre Shtemolek, l'un des héros. Mais Koinzel, avec un sourire, répond que c'est justement son objectif. Lorsqu'un moine attaque, il l'élimine rapidement et demande à Pipi comment elle va. Althea lui répond qu'elle va bien, tandis que Racheb prend la fuite du bar. Ils arrivent dans un endroit éloigné, et Racheb, furieux, se demande comment un simple gamin a pu éliminer ces moines guerriers. Mais sachant que si le monastère apprend ce qui s'est passé, il perdra sa position, il ordonne à 2 de ses gardes de déclarer immédiatement la loi martiale. Quelques heures plus tard, Koinzel annonce aux autres qu'il partira quoi qu'il arrive, car il ne peut pas rater ce bateau. Il leur dit de ne pas s'inquiéter, car il profiterait de la belle lune pour leur permettre de fuir. Cette pensée fait ressurgir un souvenir chez Althea, qui décide de l'aider malgré les risques, promettant qu'il y a un chemin que le monastère ne connaît pas et qu'elle les embarquera. Racheb, de son côté, se réjouit, car avec la loi martiale, la chasse recommencera et ils attendront l'arrivée des bateaux. Peu après, Rangzatz arrive, et Racheb lui demande son aide, peu importe le coût, car avec sa force, la mort de chaque moinillon en vaudra la peine. Pendant ce temps, Vido se moque de notre protagoniste pour son état physique, mais il lui répond que la lumière de la lune affaiblit, donc ce n'est pas si mal. Althea explique qu'ils sont loin de la surface, car elle a trouvé cet endroit par accident il y a quelques années, et cela semble être la base d'expériences menées par des magiciens. Elle élimine alors un monstre mineur qui se jette vers elle, effrayant les autres. Notre protagoniste lui dit qu'elle est très habile avec l'épée, mais Althea les conduit à un couloir qui mène à un espace plus grand, qui les mènera jusqu'au bateau. Cependant, un monstre gigantesque apparaît soudainement, effrayant immédiatement Althea, car c'est le même monstre qu'il y a 3 ans. Notre protagoniste ne perd pas de temps et attaque immédiatement, excitant Althea, car avec lui, il pourrait peut-être le vaincre. Cependant, l'attaque de Koinzel ne fait pas grand-chose, le monstre le soumet et l'écrase contre le plafond, brisant une partie de celui-ci, laissant Koinzel complètement inconscient. Cela fait pleurer Althea, car il n'y a plus d'échappatoire, mais Vido remarque le bateau passer et demande combien de temps ils ont. Althea répond que ce n'est pas suffisant pour arriver, et que son plan a échoué. Juste à ce moment, Pipi se réveille, confuse et ne sachant pas où elle se trouve. En voyant le monstre, elle a peur et demande ce qu'il est advenu de Koinzel. Althea lui explique qu'il est mort et que tout le monde ici mourra aussi. Vido n'est pas d'accord, et avec son arme, il attaque le monstre, reprochant à Althea d'être trop faible. Il lui dit que si elle veut abandonner, elle peut le faire, mais lui, il ne le fera pas. Grâce à son disque, il parvient à faire tomber le monstre, mais il n'a pas le temps de le vaincre. Lorsqu'ils sont attaqués à nouveau, Vido prend Pipi et avec son disque, parvient à fissurer le monstre. Il est ravi, car l'attaque de Koinzel a affaibli la créature. Mais il est attiré par le monstre, qui le lance contre un mur. C'est alors qu'Althea intervient et empêche Pipi de tomber. Vido, gisant au sol, regrette de ne pas pouvoir faire plus, mais remarque une lumière là où se trouvait Koinzel. Alors que le monstre s'apprête à attaquer Althea, notre protagoniste apparaît au-dessus de sa tête, la remerciant d'avoir amélioré la ventilation. Il esquive une attaque et d'un seul coup, traverse complètement la tête du monstre, le fendant en deux et le tuant instantanément. Le monstre tombe au sol, mort. Notre protagoniste demande à Vido de se relever, car ils n'ont plus de temps à perdre. L'homme, un peu douloureux, se relève, et alors qu'il parle de la suite, notre protagoniste détecte quelque chose. Une explosion les projette à plusieurs mètres. Quelques secondes plus tard, ils entendent le rire de Racheb, qui leur annonce qu'ils viennent de voir le pouvoir de l'épée noire, avec laquelle il apportera la justice divine pour détruire leurs âmes pourries. Notre protagoniste le défie du regard, alors que Racheb rit. Pendant ce temps, Rangzatz prépare sa prochaine attaque. Tout le monde est stupéfait et Vido ne comprend pas qui il est, mais Pipi et notre protagoniste commencent à entendre plusieurs voix de souffrance, comprenant que c'est cette épée qui génère ce bruit.
Racheb rit et explique que Rangzatz était comme eux auparavant, mais qu'il s'est allié au monastère et a trouvé sa rédemption, ce qui lui a permis de découvrir leur stratégie. Cela met Althea en colère, car cela signifie que Rangzatz était auparavant un contrebandier et qu'il les trahit. Racheb leur dit qu'ils devraient se sentir coupables de voler l'argent qui devrait revenir à l'église, et il leur recommande de faire comme Rangzatz. Mais face à leur refus, il ordonne à Rangzatz de les éliminer. Rangzatz accepte, et son épée commence à accumuler son pouvoir, émettant des vagues sonores qui affectent notre protagoniste. Lorsqu'une sphère de pouvoir s'approche, notre protagoniste s'interpose et bloque ce qu'il peut avec son épée, provoquant une forte explosion qui surprend Rangzatz et Racheb. Notre protagoniste, épuisé et en pleurs, ordonne à Rangzatz de ne plus utiliser cette épée, ce qui fait rire encore plus le prêtre, car il découvre le pouvoir de l'épée noire. Cependant, Pipi déclare qu'elle entend aussi la voix. Althea ne comprend pas, et Pipi explique que le pouvoir de l'épée provient en réalité de cette fée attachée à l'épée, et que sa voix de souffrance est ce qui génère ces vagues de pouvoir. Racheb rit encore, affirmant qu'ils seront réduits en poussière, tandis que Rangzatz range son épée et se tourne pour partir. Le prêtre lui demande ce qu'il fait, et Rangzatz répond qu'il a déjà rempli sa promesse et qu'il ne montera pas sur le navire. Tout ce qu'il fera en plus devra être payé. Dans son esprit, il pense que ce garçon a coupé son attaque en deux. Racheb, avalant sa fierté, accepte de le payer davantage mais exige qu'il les frappe une fois de plus. Rangzatz accepte, charge son épée à nouveau et lance une attaque encore plus puissante. Notre protagoniste tente de l'arrêter mais n'a pas assez de force, et l'explosion le frappe, détruisant une partie des lieux et l'envoyant voler dans un trou qui semble sans fond. Racheb rit avec plaisir, tandis que Rangzatz pense qu'il ne s'attendait pas à revoir Althea après tout ce temps. Quelques secondes plus tard, Vido soulève un morceau de débris et s'assure que les deux filles vont bien. Il dit qu'ils doivent partir rapidement pour atteindre ce navire et terminer leur mission. Cependant, Pipi insiste qu'ils ne peuvent pas abandonner Coinzel, mais Vido répond qu'il ne devrait pas s'inquiéter. S'il est bien celui qu'il pense, il s'en sortira sûrement. Pendant ce temps, notre protagoniste se réveille dans un endroit étrange, entendant la voix de Racheb, qui lui dit qu'il a beaucoup de malchance et que tout se terminera ici. Il ne pourra pas utiliser son pouvoir de la lune, car il est dans un endroit très éloigné. Racheb rit en présentant la confrérie des saints gardiens, qui protège l'endroit le plus profond du monastère. Bien qu'il trouve regrettable d'utiliser des guerriers d'un tel niveau contre un simple enfant qui a perdu ses pouvoirs lunaires, il considère cela comme une punition pour l'avoir ridiculisé. Pendant ce temps, notre protagoniste a un souvenir. Notre protagoniste avait une apparence différente il y a de nombreuses années. Un de ses compagnons l'avait averti qu'il serait en charge du rituel seul, et qu'il devait aller avec les autres pour accomplir leur mission, étant le plus puissant des épéistes. Erniak explose de magie quelques secondes plus tard, tandis que Racheb ordonne à ses gardes de déchirer immédiatement notre protagoniste en morceaux. Celui-ci ne bouge pas jusqu'aux derniers instants et, avec un mouvement dans les airs, il attaque, légèrement surpris qu'un des guerriers ait bloqué son coup. Les guerriers eux-mêmes se demandent qui il est, car ce mouvement est impossible pour un humain ordinaire. Mais Racheb leur explique qu'il l'a amené pour qu'ils ne s'ennuient pas avec les autres et puissent faire tout ce qu'ils veulent sans tenue. Les guerriers attaquent sans pitié, mais notre protagoniste les esquive et déclare qu'il n'a pas de temps à perdre à les combattre. Racheb commence à fuir en voyant qu'il est poursuivi et ordonne à ses gardes de l'éliminer. Cependant, il finit par tomber, et notre protagoniste s'approche en déclarant que c'est l'endroit. Il place son épée au sol, un pouvoir l'entoure, commençant à brûler et détruire tous les guerriers qui le poursuivaient. Après quelques secondes, seul notre protagoniste et les restes des gardes demeurent. Le prêtre, choqué, le traite de monstre et ne comprend pas comment il connaît un piège que personne ne connaissait. Notre protagoniste avoue qu'il est déjà passé par cet endroit dans le passé, se souvenant comment son maître, Erniak, lui avait expliqué qu'ils avaient repris cette forteresse. Cependant, elle contenait trop de cercles magiques et de pièges, et il avait dû tout mémoriser. Notre protagoniste dit à Racheb qu'il sait ce qui se cache derrière les portes et le jette à l'intérieur. Avançant, il est confronté à Abad, le grand prêtre, qui lui dit qu'il ne peut pas être là, car c'est l'endroit le plus sacré du monastère. Même les 7 héros n'entrent pas dans cet endroit. Mais notre protagoniste l'ignore et continue d'avancer, tandis qu'Abad poursuit en disant que l'assistant était là il y a 23 ans. Les héros, avec Erniak, avaient créé les lances qui protègent le territoire. Notre protagoniste, rempli de colère, ordonne à Abad de se taire, outré qu'on appelle Erniak un simple assistant des héros, lui qui avait donné sa vie pour ce sort. Abad ne comprend pas qui est ce garçon et ce qu'il fait là, réprimandant Racheb pour cette erreur. Il ordonne à notre protagoniste de ne pas aller plus loin. Ce dernier atteint le centre de tout, où il remarque le visage pétrifié de son compagnon Erniak. Il lui dit qu'il est revenu après de nombreuses années et avec une apparence différente, mais qu'il est là à nouveau. Abad se met alors à raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Il y a 23 ans, les 7 héros étaient dans cet endroit, qui était alors un champ de bataille. Ils avancèrent avec leurs 7 compagnons, parmi lesquels figuraient les 4 lances de la trahison, éliminés par les 7 héros pour s'être alliés à l'ennemi. Cependant,
Les 7 héros ne purent quitter ces terres, mais ils créèrent au moins un grand mur pour protéger le territoire. Notre protagoniste se souvient de l'année 3969, lorsque les autres n'étaient pas d'accord avec Erniak, car ils devaient accomplir leur mission. Mais notre protagoniste accepta de suivre son compagnon et demanda aux autres d'avancer, promettant qu'il les rejoindrait après avoir rempli leur mission. Il fit la promesse qu'ils achèveraient cette mission et reviendraient tous vivants, fixant du regard Landgrave. Mais Abad lui dit qu'à cette époque, il n'était qu'un simple marchand qui a vu le pouvoir émerger de cet endroit, comment les 1000 lances ont été forgées. Il a compris la puissance qui s'y trouvait et a créé ce monastère pour protéger cet endroit. Par cet acte, le héros légendaire, Landgrave Stemwolek, que nous appellerons mieux Stem, un titre signifiant quelque chose comme prince, lui a confié la supervision de la frontière. Notre protagoniste se met alors à rire, parlant à Erniak, car en revenant dans ce lieu après 20 ans, il découvre le titre donné à Stem. Cela lui semble incroyable, car il connaissait le bandit qui était si fier de la mission confiée par l'empereur. Cependant, il n'oubliera jamais une chose, la manière dont il riait toujours, même lorsqu'il était en train de le déchiqueter. Ce souvenir est ce qu'il garde le plus clairement, lui et les autres riaient avec excitation, sachant ce qu'ils allaient accomplir. Ils ont réduit Kfer, Gustave, Krantel et lui-même en morceaux, un acte qui les enthousiasmait au point de les faire hurler comme des maniaques. Ces souvenirs remplissent notre protagoniste d'un profond sentiment d'impuissance. Mais l'heure est venue de partir. Il remercie Erniak pour tout ce qu'il a fait et pour avoir tant protégé l'Empire, mais il doit maintenant passer à autre chose. Il libère son épée, ce qui effraie Abad, qui ordonne à Racheb de l'éliminer avec une grande colère. Abad tente une attaque désespérée, mais notre protagoniste la bloque et détruit immédiatement la rune magique, s'excusant auprès de son compagnon. Une grande explosion commence alors à illuminer les lieux. Pendant ce temps, Vido constate que le navire leur a échappé et qu'ils sont entourés par les gardes du monastère. Ils n'ont aucune échappatoire. Mais à cet instant, un énorme rugissement se fait entendre, et ils voient le monastère s'effondrer, ainsi que le mur des lances de pierre disparaître. Racheb utilise même Abad comme bouclier. Les gardes, terrifiés par ce qui pourrait arriver, prennent la fuite, tandis que des centaines de personnes commencent à franchir la frontière, n'ayant plus rien pour les en empêcher. Notre protagoniste quitte les lieux, observant tout ce qui s'est passé et assimilant les événements. Il se rappelle cette nuit où il est arrivé avec Erniak à cet endroit. Erniak lui avait dit qu'il ne pouvait pas retourner avec lui, car il y avait une forte probabilité que le cercle magique piégé dans cet endroit les retienne. Il espérait que la mission serait accomplie avec les 12 autres héros et qu'un jour, il reviendrait en ce lieu. Maintenant, notre protagoniste exprime des regrets envers son ami pour ne pas avoir pu tenir cette promesse. Cependant, il jure qu'il prendra sa revanche sur les 7 héros et espère qu'Erniak pourra enfin reposer en paix. Pendant ce temps, Rangzatz observe tout ce qui se passe. Racheb lui demande de l'aide, car avec la mort de Abad, il deviendrait le maître du monastère. Mais une foule en colère arrive, décidée à en finir avec Racheb. Rangzatz, de son côté, déclare simplement qu'il doit maintenant trouver quelqu'un pour lui donner du travail. Vido, quant à lui, réussit à voler un navire appartenant aux gardes du monastère. Avec les filles, ils quittent cet endroit dans l'intention de rejoindre leur propre navire. Althea remarque que les affaires de contrebande sont désormais terminées, tandis que Pépi se demande où pourrait bien être Coinzel. À ce moment-là, un wyvern vole à côté d'elle, et elle réalise qu'il s'agit de notre protagoniste. Pendant ce temps, les 7 héros observent la destruction du mur. Les habitants de l'endroit, d'abord remplis de peur, retrouvent espoir en voyant les 7 héros, convaincus qu'ils les protégeront. Ces héros sont les légendaires protecteurs du royaume, après tout. Les habitants commencent à les acclamer, bien que les héros eux-mêmes ne réagissent pas. Stem, en revanche, essaie de cacher sa peur, incapable de comprendre pourquoi le ciel semble si sombre. La prêtresse fixait les lunes jumelles suspendues dans le ciel. Leur alignement étrange projetait une lueur pâle sur la terre. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle murmurait ses craintes, cet alignement annonçait un funeste présage, prédisant un avenir sombre et turbulent. Au loin, Coinzel chevauchait son dragon volé, ses ailes fendillant l'air alors qu'il approchait de la cité des 7 héros. Sa détermination brûlait comme une flamme. Son voyage fut interrompu lorsqu'un immense vaisseau aérien apparut au-dessus de lui, tentant de le percuter. Bien que le navire ait raté sa cible, 2 des 7 héros décochèrent des flèches avec une précision mortelle, frappant Coinzel et le faisant s'écraser au sol avec son dragon. Malgré ses blessures, Coinzel se releva, fixant son regard sur la forteresse des 7 héros. Rien ne pourrait l'empêcher d'y entrer. Les 7 héros sortirent du grand château, leur présence imposante captivant l'instant. En apercevant Glenn, la rage envahit Coinzel. Les souvenirs de trahison le submergèrent, et il se précipita vers Glenn. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, l'un des héros utilisa ses pouvoirs pour l'immobiliser. Paralysé, Coinzel lutta en vain tandis que les autres guerriers descendaient pour l'attacher solidement avec des cordes, le rendant complètement impuissant. Les citoyens de la ville, témoins de la scène, éclatèrent de colère, exigeant que Glenn tue Coinzel. Glenn calma la foule d'une voix calme mais autoritaire. Il expliqua qu'il ne tuerait pas ce garçon,
supposant que celui-ci avait beaucoup souffert des conditions difficiles frappant leur terre et était venu parce qu'il ne supportait plus la vie derrière les murs. Avec ces mots, Glenn épargna Coinzel et s'éloigna, entouré des autres héros. La foule, émue par la compassion de Glenn, changea de ton et se mit à scander des louanges, le célébrant comme une figure noble et juste. Mais les pensées de Coinzel étaient amères. Il considérait que Glenn cherchait simplement à gagner la faveur du peuple, à devenir le seul roi tout en accusant d'autres de trahison pour cacher la vérité. Son visage trahissait son cœur brisé et son désespoir alors qu'il s'éloignait, les épaules lourdes de chagrin. Alors qu'il errait seul, Coinzel fut soudainement attaqué par une guerrière chevauchant un dragon. Le dragon plongea, ses mâchoires massives se refermant sur Coinzel et l'emportant dans les airs. Non loin, Althea, Pippi et Vido observaient depuis leur vaisseau. Lorsque le dragon heurta violemment leur navire, ébranlant l'équipage, Vido repéra Coinzel coincé dans les mâchoires de la créature et réagit sans hésiter. Il se lança sur la cavalière du dragon, les faisant tous deux s'écraser au sol. Au sol, la guerrière se tourna pour attaquer Coinzel, mais avant qu'elle ne puisse frapper, Pippi s'interposa, son petit corps bloquant le chemin. La guerrière la menaça de mort si elle ne s'écartait pas, mais Pippi resta ferme, déclarant qu'elle ne bougerait pas, car Coinzel lui avait sauvé la vie et qu'elle lui devait tout. La guerrière, implacable, frappa Pippi avec le plat de son épée, la projetant au sol. Pippi s'effondra sur le corps inconscient de Coinzel, tentant désespérément de le réveiller. Vido, observant la scène, plissa les yeux. Quelque chose dans la tenue de la guerrière lui semblait familier. Alors qu'elle levait son épée pour porter un coup fatal à Coinzel, Vido l'interpella, l'appelant princesse. La guerrière s'arrêta en plein élan et se retourna pour le confronter. Vido lui demanda pourquoi elle portait une armure de vengeance. La princesse hésita avant d'expliquer ses raisons. En l'écoutant, l'expression de Vido passa à la stupeur. Il comprit que Coinzel avait tué leur Kratos. La princesse, serrant fermement son épée, avertit Vido de s'écarter alors qu'elle se préparait à venger la mort de son frère. Sa lame se dirigea vers Pippi, qui protégeait toujours Coinzel de son corps. Juste avant que le coup ne porte, Coinzel reprit conscience et repoussa la lame, sauvant Pippi. La princesse recentra son attention sur Coinzel, mais celui-ci esquiva le coup et contre-attaqua avec un mouvement rapide, détruisant son masque et exposant son visage. Désarmée et vulnérable, la princesse, tremblante, laissa tomber son arme et s'écroula. Coinzel s'effondra également, incapable de continuer. Voyant leur état critique, le groupe décida de conduire Coinzel dans un village voisin pour qu'il puisse se rétablir. Là-bas, l'arrivée du groupe de guerriers provoqua l'inquiétude des villageois. Le chef du village qui se plaint à cause des réfugiés et les malfrats, resta sans voix en voyant le chef des guerriers. Ce dernier le rassura, promettant de protéger le village et d'y maintenir l'ordre. Pippi, tout en se promenant dans le village, rencontra un jeune garçon qui ressemblait étrangement à elle. Il lui attrapa doucement la main et lui demanda son nom. Pippi le fixa, stupéfaite par ses traits. Althea, remarquant l'interaction, accourut et fut également stupéfait par la ressemblance frappante entre le garçon et Pippi. Peu après, la mère du garçon apparut et reconnut Althea. Submergée de gratitude, elle remercia Althea d'avoir aidé sa famille à s'échapper de l'autre côté. Elle expliqua que la vie s'était grandement améliorée sous la protection de l'un des 7 héros. Althea, profondément émue par leur gratitude, se mit à pleurer. Le garçon, Zéphi, invita alors Pippi à se joindre à leurs efforts pour construire un nouveau village pour leur peuple, exprimant son espoir de développer et de créer une communauté solide. Pippi, déchirée par cette invitation, resta indécise quant à sa réponse. Pendant ce temps, Coinzel commença à bouger et entendit la princesse dire à Vido qu'elle devait tuer Coinzel pour venger son frère, Lord Kratos. Elle interrogea la loyauté de Vido, exigeant de savoir pourquoi il soutenait Coinzel au lieu d'appuyer Kratos. Vido répondit calmement, expliquant qu'il n'avait ni haï Lord Kratos ni douté de son leadership, mais qu'il croyait que chercher à se venger ne mènerait à rien. Coinzel, écoutant en silence, finit par intervenir. D'une voix plate et dénuée d'émotion, il leur dit qu'il pouvait le tuer s'il le souhaitait. Jetant son épée au sol, il les invita à mettre fin à ses jours. Vido, furieux des paroles de Coinzel, le frappa au visage. Vido demanda à Coinzel pourquoi il affichait une expression aussi abattue alors qu'il était un guerrier incroyable. Se penchant vers lui, il ajouta fermement que Coinzel avait encore une mission à accomplir, sauver la princesse Sharene, la sœur de Lord Kratos. Vido expliqua qu'il avait été chargé de protéger la princesse Sharene lors d'une mission diplomatique visant à négocier avec une armée voisine. Cependant, la mission avait mal tourné lorsqu'ils furent attaqués par des bandits qui kidnappèrent la princesse. Vido admit son échec et supplia Coinzel, insistant sur le fait que sa force était leur seul espoir de la sauver. Coinzel hésita, sa confiance ébranlée, affirmant qu'il ne pouvait pas accomplir une telle tâche. Vido, imperturbable, lui rappela ses triomphes passés, détruire les prisons, vaincre les rebelles seuls et démanteler les lances de pierre. Vido affirma qu'il ne serait pas brisé par le fait de sauver une princesse et insista que si Coinzel voulait vraiment mourir des mains de la princesse, il devait le faire après avoir sauvé Sharene.
La plaidoirie passionnée de Vidot résonna en Coinzel et, après un moment de silence, il finit par accepter. À cet instant, Pippi arriva avec une boisson pour aider Coinzel à retrouver ses forces, exhibant ses nouveaux vêtements que la mère de Zéphie avait confectionnés pour elle. Elle demanda son avis et mentionna l'invitation de Zéphie à rejoindre leur nouveau village, mais assura à Coinzel qu'elle ne le laisserait pas dans son état actuel. Guérampan, le massif guerrier, s'approcha avec une attitude chaleureuse et salua Pippi, qui répondit par un grand sourire et le présenta à Coinzel. Guérampan observa Coinzel un moment, puis déclara qu'il semblait être un jeune homme aimable et résilient. Il reconnut les immenses épreuves traversées par Coinzel et son voyage éprouvant. Non loin, l'expression de Vidot se durcit à la vue de Guérampan, sa colère palpable. Non loin de là, dans une forêt dense, un groupe de bandits retenait plusieurs femmes captives, attendant de les remettre à quelqu'un. Soudain, Zéphie apparut, et l'un des bandits cria qu'il s'agissait encore de ce garçon et qu'il devrait s'en débarrasser. Pendant ce temps, la rage de Vidot atteignit son paroxysme. Sans prévenir, il lança son arme sur Guérampan, entravant les mains du guerrier. Guérampan, pris au dépourvu, demanda calmement la raison de cette attaque soudaine. Vidot, d'une voix tranchante, exigea de savoir où se trouvait la princesse Charène et accusa Guérampan de collaborer avec les bandits. Guérampan nia les accusations, affirmant qu'il n'avait aucune connaissance de ce dont parlait Vidot. La fureur de Vidot ne fit que croître alors qu'il poursuivait ses accusations, affirmant qu'il avait vu les bandits remettre la princesse Charène à Guérampan lorsqu'ils débarquèrent du navire. Guérampan, essayant d'apaiser la situation, suggéra de discuter, mais Vidot refusa de céder. Il accusa Guérampan de prétendre protéger les gens tout en aidant secrètement à l'enlèvement de femmes et d'enfants. Le visage de Guérampan se tordit de douleur et de colère. Il déclara qu'il ne resterait pas là sans rien dire pendant qu'on l'accusait de telles atrocités, insistant sur le fait qu'ils étaient des protecteurs du peuple, tels des anges zélés envoyés pour garder la terre. Vidot se moqua de cette remarque, rétorquant que Guérampan ressemblait davantage à une pieuvre. Guérampan, le visage rouge d'indignation, demandait avec émotion pourquoi on tenait de tels propos envers lui. Des larmes se formaient dans ses yeux alors qu'il brisait les cordes qui liaient ses mains. Au même moment, Zéphie sortit de la forêt, courant vers Guérampan et appelant à l'aide. 3 hommes le poursuivaient de près, mais Guérampan les neutralisa d'un seul coup puissant, laissant Zéphie impressionné. Zéphie le remercia et l'implora de le suivre, affirmant qu'un danger se trouvait plus loin dans la forêt. Avant qu'ils ne puissent avancer, d'autres bandits apparurent, les entourant. Le chef des bandits s'avança d'un pas menaçant, exigeant que le garçon leur soit livré, sous peine de tuer tout le monde. Guérampan, en dégainant son épée avec calme et détermination, se présenta comme le brigadier-chef de l'armée du comte, soldat le plus loyal de Fargo et aux 1000 soldats. Il déclara que personne n'osait semer le trouble sous sa surveillance, à moins de vouloir mourir sous sa lame. Un des bandits murmura nerveusement qu'il s'agissait d'un garde de Fargo, supposé ne servir que les nobles. Le chef des bandits, non impressionné, s'avança avec un sourire en coin, déclarant que si Guérampan servait Fargo, cela rendrait les choses faciles. Il révéla alors une dague portant l'insigne de Fargo. Guérampan, choqué, demanda pourquoi un voleur possédait un tel insigne, réservé aux officiers d'élite, et remarqua que la dague était plus grande que la sienne. Le chef des bandits affirma qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, prétendant agir sous les ordres directs de Chtemouelec. Il ajouta que personne ne les toucherait, peu importe leurs actes. Guérampan, incrédule, laissa sa colère éclater en accusant le chef de mentir. Cependant, ce dernier brandit la dague et insista qu'une attaque contre eux reviendrait à désobéir au commandant. Zéphie tremblait, les yeux fixés sur Guérampan, tandis que les bandits se rapprochaient. Guérampan, partagé entre sa loyauté et son sens de la justice, resta silencieux, la tristesse marquant ses traits. 2 bandits avancèrent pour s'emparer de Zéphie, mais avant qu'ils ne puissent le toucher, Coinzel surgit de l'ombre, son épée brillant. En un mouvement rapide, il les abattit, laissant tout le monde stupéfait par son intervention soudaine et décisive. Après avoir tué les bandits, Coinzel ordonne aux autres d'appeler Chtemouelec. Mais les bandits exhibent leur insigne royal, ce qui pousse Coinzel à couper non seulement l'insigne mais aussi la main du porteur. Ce dernier appelle alors Guérampan à l'aide, car il est responsable de la protection de cet insigne. Guérampan refuse d'intervenir, car selon lui, le commandant Fargo n'aurait jamais donné cet insigne à des bandits. Il demande donc la vérité à tout le monde. C'est alors que Fargo arrive, et le bandit lui demande de l'aide. Mais Fargo l'attaque et révèle à tout le monde que cette épée marquée de l'insigne royal lui appartenait à l'origine, mais qu'elle a été volée récemment. Guérampan croit immédiatement Fargo, car il le considère comme un grand frère et lui fait entièrement confiance. Ensuite, Fargo remercie Coinzel d'avoir éliminé les bandits et d'avoir ainsi protégé l'honneur de Chtemouelec. Guérampan et Fargo s'apprêtent à partir, mais Vidot les arrête, car il ne leur fait toujours pas confiance. Il les interroge alors sur Charène, la sœur de leur Crato. Fargo accepte d'emmener Vidot voir Charène, mais il explique qu'il ne peut pas encore la leur rendre, car il a besoin d'elle pour discuter avec les différents territoires frontaliers afin de protéger les personnes dotées de pouvoirs spéciaux. Cependant, il accepte de leur permettre de la voir chez le maire.
Vidot informe Althea de cette proposition et exprime encore ses doutes. Il ajoute que si Fargo tient parole, son voyage prendra fin et leurs chemins se sépareront. Cela attriste Pippi. Pendant ce temps, les bandits attendent toujours le retour de leurs compagnons. Mais Guérampan arrive et les élimine tous. Les filles que Guérampan était venu sauver commencent alors à avoir peur de lui. Lorsque Zéphie arrive, elle le remercie, ce qui rend Guérampan jaloux. Pauvre Guérampan, il a beau avoir un corps imposant, il a aussi un grand cœur. Ensuite, il est question de partir, mais Pippi attend le retour de tout le monde pour passer un dernier moment ensemble. Vidot et Cucharundo vont voir Fargo, mais ils se retrouvent encerclés par des bandits qui étaient censés être morts. Vidot ne comprend pas s'ils ont été ressuscités par magie ou s'ils sont devenus des zombies. On découvre alors que c'est l'œuvre de Fargo, les bandits morts attaquent Vidot et Cucharundo. Ils commencent à les découper, mais même après avoir été coupés en morceaux, leur corps libère d'étranges substances, leur permettant de continuer à se battre. Sous la lumière de la lune, l'un des bandits se transforme. Un flashback nous montre Guérampan remerciant Zéphie de lui avoir parlé des bandits. Fargo le remercie aussi, mais en réalité, il méprise les habitants et considère tous ces événements comme un plan orchestré par lui-même. Il insulte Zéphie pour avoir tenté de ruiner ses plans. Zéphie et sa famille s'endorment alors sous leur tente. Pendant ce temps, Coinzel, en regardant la lune, semble très heureux, et des ailes apparaissent soudainement derrière lui. De son côté, Pippi cherche tout le monde et repense à la mort de ses parents. Elle prie pour que Zéphie et sa famille ne subissent aucun malheur, car elle ne veut plus perdre de proches. Elle décide alors de partir vivre avec eux dans leur nouveau village. Maintenant, Fargo s'apprête à tuer Zéphie. Fargo infiltre une tente et réveille les parents de Zéphie, ce qui l'oblige à les éliminer. Pippi, témoin de la scène, prend la fuite. Avant de mourir, le père de Zéphie arrache le masque de Fargo. Pendant ce temps, Coinzel perçoit la douleur de l'âme de Pippi sans en comprendre l'origine. Vidot et Cucharundo sont en danger mais sont sauvés par l'animal de Cucharundo, qui les emmène hors du danger après une explosion. Guérampan, qui observe la scène, est confus sur la situation. Fargo tente d'assassiner Zéphie, mais Pippi intervient courageusement pour le sauver, lui rappelant qu'il était venu pour aider leur village. Fargo révèle alors qu'il leur a menti et qu'ils sont tous des idiots de lui avoir fait confiance. Brisé, Pippi attaque Fargo, mais il la repousse violemment. Pour la tourmenter davantage, il transforme les parents de Zéphie en zombies. Pippi hurle d'horreur, réveillant Zéphie, qui se retrouve attaquée par ses parents zombifiés. Alors que les zombies attaquent Pippi, Coinzel intervient pour la sauver. Pippi supplie Coinzel d'arrêter tout cela. Coinzel active alors son pouvoir, invoquant 4 épées de ses mains, ce qui effraie Fargo. Coinzel élimine les parents zombifiés de Zéphie. Terrifié, Fargo supplie Coinzel de l'épargner, mais Coinzel lui tranche le bras droit. Cucharundo ne comprend pas la puissance de Coinzel, tandis que Vidot réalise qu'il est l'homme à l'épée noire. Coinzel s'excuse auprès des parents de Zéphie avant de les anéantir définitivement. Fargo traite Coinzel de monstre, mais ce dernier lui rappelle qu'à cause de lui, des innocents ont été transformés en zombies et qu'il a trahi ceux qui lui faisaient confiance. Fargo reste insensible, ce qui met Coinzel en colère. Il lui fait réaliser qu'il a souillé un lieu où de nombreux soldats ont sacrifié leur vie pour protéger les autres. Il jure de punir les 7 héros responsables de cette tragédie. Les réfugiés arrivés, trompés par Fargo, croient que Coinzel est un monstre qui veut lui faire du mal. Ils attaquent alors Coinzel. Vidot et Cucharundo le sauvent en l'emportant avec eux. Coinzel les remercie et affirme qu'il a encore une mission à accomplir, ce qui signifie qu'il ne peut pas mourir maintenant. Pippi tente de révéler la vérité aux réfugiés, Coinzel les a protégés tandis que Fargo a tué les parents de Zéphie. Mais personne ne la croit, car Fargo les a trompés depuis le début, et l'apparence de Coinzel leur inspire la peur. Plus tard, Cucharundo, réalisant son erreur, s'excuse auprès de Coinzel pour l'avoir attaqué alors qu'il avait en réalité aidé son frère. Coinzel accepte ses excuses, et Cucharundo éclate en sanglots. Des membres de la garde privée se rendent auprès de Chtemolek pour l'informer de ce qu'a fait ce semi-humain, ayant découvert qu'il tente d'éliminer les 7 héros. Cependant, Chtemolek leur dit qu'il n'était pas nécessaire de l'appeler pour une affaire aussi insignifiante, car ce ne serait pas la première fois que cela arrive. Après tout, c'est précisément pour cela que les gardes et les habitants du village sont là pour protéger le château. Il ne compte même plus le nombre d'attaques qui ont eu lieu depuis qu'il est le comte. Il fait totalement confiance aux défenses et aux soldats du château, et même aux villageois qui seraient prêts à donner leur vie pour lui, l'un des 7 héros. Cette déclaration choque les gardes, et l'un d'eux se rappelle soudainement les paroles de Coinzel, ce qui le surprend, ne comprenant pas pourquoi elles restent si présentes dans son esprit. Quelques minutes plus tard, une urgence se présente à Chtemolek. Fargo, gravement blessé, apparaît devant lui, le laissant sous le choc. Quelques heures plus tard, tous les soldats et gardes du château se mettent en alerte, car leur ennemi ne tardera pas à arriver. On prévient qu'il est extrêmement dangereux, puisqu'il a réussi à couper un bras de Fargo. Ainsi, toutes les entrées sont renforcées et la vigilance est maximale. Rosen est impressionné par la préparation du comte. Il comprend maintenant que les soldats du château ne sont pas de simples bandits, mais des combattants extrêmement expérimentés,
dotés d'une moralité inébranlable. Il se rend compte que leur rôle est de servir de bouclier, conformément à leur mission en tant que cette lance. Il espère qu'une fois Coinzel éliminé, tout reviendra à la normale, bien que sa camarade soit intriguée de le voir pleurer. Quelques minutes plus tard, les soldats aperçoivent dans le ciel le loup volant. Ils envoient immédiatement des dragons à sa poursuite, tandis que les archers se préparent à tirer. Vido demande à notre protagoniste s'il est sûr de lui, mais ce dernier lui répond qu'il s'y attendait et qu'il devait être prêt. La créature vole avec agilité, esquivant les flèches, mais dans le château, on donne l'ordre d'utiliser l'arme spéciale. Un gigantesque canon magique est déployé. Vido est stupéfait et demande si Coinzel l'avait prévu. Ce dernier confirme, tout en avouant être surpris par l'évolution du château. Pendant que les soldats préparent le tir de l'artillerie magique, il rappelle que cette arme a déjà décimé des armées et repoussé de nombreuses attaques. Cependant, certains trouvent excessif de l'utiliser contre un simple semi-humain, mais il faut démontrer leur puissance et punir ceux qui osent les défier. Pendant ce temps, Shtemolek remarque la poursuite et dit à Fargo que son corps devrait tenir malgré sa blessure. Il lui demande de s'asseoir et d'observer comment il corrige l'erreur qu'il a commise. La fille avec Coinzel remarque que les dragons les forcent à se diriger vers le canon. Mais notre protagoniste ne peut s'empêcher de repenser à l'époque où, avec Shtemolek, ils avaient été chargés de récupérer cette arme magique pour protéger l'empereur en pleine guerre. Il avait alors été surpris de voir Shtemolek maîtriser l'art de la pierre magique. Ce dernier lui avait répondu qu'il avait lui-même été étonné d'apprendre que le meilleur épéiste était le fils d'un forgeron. Revenant au présent, notre protagoniste continue de voler autour du château, tandis que les soldats défendent les remparts et tentent de le forcer à entrer dans la ligne de tir de l'artillerie. Le soldat en charge du canon reçoit l'ordre d'ouvrir les canaux d'eau du lac, qui se vident immédiatement, un signal indiquant que tout est prêt. Les archers et les dragons attaquent de concert. Notre protagoniste esquive du mieux qu'il peut, ce qui inquiète Vido, car il ne contre-attaque toujours pas. Coinzel, lui, observe avec admiration les guerriers, qui sont aussi courageux qu'autrefois et prêts à mourir pour l'empereur. Rosen remarque que notre protagoniste semble en difficulté, mais suppose qu'avec la puissance de la lune presque à son apogée, il pourrait atteindre son objectif s'il abandonnait ses compagnons pour attaquer directement le château. Pourtant, ce n'est pas une option. Le canon est prêt à tirer. Alors que notre protagoniste approche, il s'arrête soudainement face à l'arme, se tourne et libère ses armes. Voyant les dragons le poursuivre, il est impressionné par la détermination des soldats. Au même instant, Shtemolek, excité, annonce que leur armée va démontrer sa puissance en anéantissant leur ennemi. Le canon tire un rayon de lumière qui frappe directement notre protagoniste. Mais au lieu de fuir, il fonce droit vers le canon. Les soldats sont stupéfaits. Le canon s'illumine intensément, aveuglant certains d'entre eux. Lorsque la lumière disparaît, ils réalisent que le loup continue d'avancer. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé et le poursuivent, mais constatent que personne ne le monte. Rosen éclate de rire, émerveillé, Coinzel a réussi à détruire le canon sans être affecté par son tir. Il s'est infiltré dans le château sans verser une seule goutte de sang. Le chaos s'empare du château alors que les soldats se lancent à la recherche de l'intrus. Shtemolek, quant à lui, est sous le choc, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, notre protagoniste et ses compagnons avancent par un canal souterrain. Vido ne comprend toujours pas ce qui s'est passé, et notre protagoniste lui explique que c'était son plan depuis le début. Il savait que la magie noire de la fée transformerait le tir du canon en eau, leur permettant d'accéder à ce passage secret, inconnu même des soldats. Vido se demande comment il peut être au courant d'un tel passage. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans un couloir où notre protagoniste est surpris de voir Guérampan, tout aussi étonné de le trouver là. Seuls les plus proches de Shtemolek connaissent ce passage secret. Vido et la fille demandent alors des nouvelles de Fargo et de la princesse, mais notre protagoniste leur dit qu'ils doivent voir Shtemolek, et qu'ils devraient les laisser passer. Cependant, Guérampan leur répond que ni son frère ni le comte ne sont au château, car au bout de ce couloir, il n'y a qu'un sanctuaire auquel seul son frère et Shtemolek ont accès. Notre protagoniste ne comprend pas pourquoi Fargo leur dit cela, puisqu'il fait partie de l'armée du comte. C'est alors que Guérampan confesse qu'il a vu quelque chose d'horrible cette nuit-là, il a découvert la forme monstrueuse de son frère ainsi que les véritables plans du comte. Il comprend maintenant qu'il a été manipulé tout ce temps, fier d'une mission dont il n'était en réalité qu'un simple pion. Il se sent coupable d'avoir lui-même amené la princesse dans ce sanctuaire. Furieux, Vido attrape Guérampan par le col et lui demande ce qu'il a fait. En larmes, ce dernier admet sa faute, il ne savait rien de tout cela. Il est venu ici pour comprendre l'étendue de ses erreurs et payer pour ses fautes. Notre protagoniste intervient avant que Vido ne lui fasse du mal. Il admet qu'il ne sait pas lire parfaitement les intentions des gens, mais quelque chose lui dit que Guérampan ne ment pas. Il lui demande alors de les guider jusqu'à Fargo et Shtemolek. Pendant ce temps, ces derniers se trouvent déjà dans le sanctuaire. Shtemolek prévient Fargo que si la situation s'aggrave, il devra agir. Après tout, il possède ce pouvoir pour une raison. Quelques instants plus tard, Guérampan arrive à l'entrée du sanctuaire, prétendant amener quelques jeunes filles spéciales. Le garde les observe,
surpris de voir notre protagoniste déguisé. En effet, quelques minutes auparavant, Guérampan les avait tous déguisés, expliquant que c'était la meilleure option. Il leur avait révélé qu'il transportait régulièrement des semi-humaines aux prêtres, bien qu'il ignore leur sort exact. Selon les rumeurs, on leur retirait le sang noir avant de les envoyer vivre ailleurs en paix. Guérampan insiste pour remettre lui-même ces jeunes filles à Fargo et demande qu'on le fasse appeler. Un moment plus tard, Fargo arrive, encore affaibli par ses blessures. Il se montre surpris que Guérampan les fait appeler, car d'habitude, il lui laisse simplement les filles. Mais cette fois, Guérampan lui demande de lui montrer la vérité. Il veut savoir en quoi il a participé, quelles atrocités ont été commises. Fargo ne comprend pas l'attitude de son frère, jusqu'à ce que Guérampan, furieux, lui révèle qu'il l'a vu cette nuit-là. Il a vu de ses propres yeux comment Fargo a tué les parents de Zéphi et les a transformés en monstres. Il réalise maintenant que Fargo lui a menti depuis le début et exige la vérité. Mais contre toute attente, Fargo se contente de sourire. Il comprend maintenant pourquoi son frère agit ainsi. Il explique alors qu'il protégeait en réalité certaines semi-humaines cette nuit-là et qu'il a dû éliminer des infiltrés qui tentaient d'attaquer les 7 héros. C'est pour cela qu'il a utilisé son pouvoir, un pouvoir qui lui a été implanté lorsqu'il était enfant par un homme maléfique qui a expérimenté sur lui. Il cache ce secret au comte, car il est inconcevable qu'un de ces hommes possède une magie du royaume obscur. Il n'a utilisé ce pouvoir que pour sauver des vies innocentes. Guérampan est bouleversé, alors que notre protagoniste et les autres savent qu'il ment effrontément. Pourtant, en larmes, Guérampan choisit de croire en son frère. Il lui demande s'il peut encore lui faire confiance, et Fargo lui répond que oui. Il le remercie même d'avoir toujours accompli sa mission, ajoutant qu'ils parleront plus tard d'une mission spéciale que leur a confiée le comte. Guérampan, soulagé, se retourne vers les autres et leur demande s'il compte aussi s'excuser pour l'avoir jugé à tort. Mais c'est alors que Fargo se fige, reconnaissant notre protagoniste. Guérampan tente d'expliquer la situation, mais un pouvoir sombre le transperce soudainement. Fargo, furieux, lui demande s'il a amené des intrus jusqu'au sanctuaire. Il le transperce encore davantage avec sa magie, affirmant qu'il n'a plus besoin de lui. Alors qu'il s'apprête à l'achever, notre protagoniste intervient et bloque l'attaque, se jetant sur Fargo. Ce dernier se défend du mieux qu'il peut, bien qu'agacé par la lenteur de son adversaire. Mais notre protagoniste est catégorique, il est temps de mettre fin à cette mascarade. Fargo accuse son frère de l'avoir trahi, mais notre protagoniste réplique que c'est sa propre faute, il aurait dû l'éliminer plus tôt. Pris au dépourvu, Fargo propose un marché, il leur livrera la princesse et, en échange, ils oublieront tout ce qui s'est passé. Après tout, Coinzel, le héros des frontières, ne devrait pas ternir sa réputation en attaquant le château du comte. Mais lorsque notre protagoniste apprend que la princesse est bien ici, il rejette immédiatement l'offre. Il annonce qu'il tuera Fargo, puis ira la sauver. Aucun compromis n'est possible, il doit aussi en finir avec Shtemwelek. Fargo, choqué, esquisse un sourire sinistre. Il regarde son frère et lui dit qu'il va enfin découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à ces jeunes filles. Une énergie sombre jaillit de son corps, révélant les visages déformés des nombreuses victimes qui ont souffert entre ses mains.